Sous le choc, le Mexique s'interroge comment la présidente, symbole de la lutte contre les violences faites aux femmes, a-t-elle pu être agressée en plein public. L'incident vécu par Claudia Sheinbaum révèle une fois de plus l'ampleur du fléau du harcèlement et du machisme dans le pays. À Mopti, le cœur du Mali s'éteint, plus d'essence, plus d'électricité, plus de vie nocturne. Depuis un mois, la ville tourne au ralenti, plongée dans un blackout total. Seuls quelques panneaux solaires apportent encore un souffle de lumière et d'espoir dans les foyers et à l'hôpital. Bienvenue à tous. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, harcelée sexuellement mardi 4 novembre en pleine rue à Mexico, a décidé de porter plainte contre son agresseur et de remettre à plat la législation à l'échelle du pays. Au lendemain, Claudia Sheinbaum a expliqué avoir porté plainte car après l'avoir harcelé, l'homme avait continué à s'en prendre à d'autres femmes avant d'être arrêté quelques heures plus tard. Je me demande si je ne porte pas plainte, qu'adviendra-t-il des autres Mexicains? Si c'est ce qui arrive à la présidente, qu'adviendra-t-il de toutes les femmes de notre pays? A lancé Claudia Sheinbaum. Mercredi 5 novembre, lors de sa conférence de presse matinale, la plainte a été déposée contre cet homme auprès du bureau du procureur général de Mexico, où le harcèlement sexuel est un délit. L'agresseur, identifié comme Uriel Rivera, a été remis au parquet chargé de délits sexuels. En l'absence de tout agent de sécurité pour l'empêcher, un homme s'était approché de Claudia Sheinbaum et avait passé son bras autour de son épaule. De l'autre main, il l'avait touchée à la hanche et à la poitrine tout en tentant de l'embrasser dans le cou. C'est seulement à ce moment-là qu'un membre du service de sécurité présidentielle chargé de la protection de la présidente est intervenu et a éloigné l'individu. L'incident s'est produit alors que la présidente se rendait à un événement public près du palais présidentiel, serrant des mains et prenant des photos. Malgré cette agression, Claudia Sheinbaum était restée polie avec l'homme et avait accepté de prendre une photo avec lui. Elle lui avait ensuite tapoté l'épaule et avait poursuivi son chemin, comme on peut le voir sur l'une des vidéos. Cet homme m'a abordé en état d'ébriété avancée. Je ne sais pas s'il était sous l'emprise de stupéfiants. Ce n'est qu'après avoir visionné des vidéos que j'ai compris ce qui s'était réellement passé, a reconnu la présidente. De son côté, la ministre chargée des femmes, Citlali Hernandez, a publié un communiqué condamnant l'agression. Nous condamnons l'acte dont notre présidente a été victime aujourd'hui, a écrit Citlali Hernandez sur X, où elle a également dénoncé la vision machiste et la banalisation par certains hommes des intrusions dans l'espace personnel et le corps des femmes. Le harcèlement dont est victime Claudia Sheinbaum, dont le gouvernement défend les femmes contre la discrimination et la violence, met en lumière un problème au Mexique. Selon ONU, 70% des Mexicaines de plus de 15 ans ont subi une forme de violence au moins une fois dans leur vie. De plus, si l'on additionne les féminicides et les homicides volontaires, on dénombre en moyenne 10 meurtres de filles et de femmes par jour, toujours selon l'ONU. Au Mali, cela fait tout juste un mois que les habitants de Mopti n'ont plus du tout d'électricité. Cette ville de plus de 560 000 habitants, l'une des plus importantes du pays, subit comme tout le Mali les effets de l'embargo sur le carburant décrété depuis septembre 2025 par le Jenim, organisation liée à Al-Qaïda. Les djihadistes attaquent les convois de camions-citernes. Si certains parviennent à passer, la pénurie de carburant est massive. Les coupures d'électricité étaient déjà fréquentes désormais dans de nombreuses villes. Le courant ne passe désormais pas du tout. Les habitants de Mopti n'ont plus d'essence ni d'électricité. Les groupes électrogènes sont en panne sèche. Seuls les panneaux solaires permettent à l'hôpital, notamment d'assurer certains services ou aux habitants de recharger leur téléphone. Mohamed Sanous Nientao est ressortissant de Mopti. L'homme d'affaires politique, président de la section locale de l'UDD, désormais dissous comme tous les partis politiques au Mali, et fondateur de l'ONG locale MSN, Mouvement Solidarité Nouvelle. Désormais en exil, mais en contact permanent avec sa ville, il peut témoigner sans risque. Depuis le 7 octobre, nous n'avons plus d'électricité, déplore-t-il. Pas même une seconde. C'est le blackout total. Pour les habitants, c'est catastrophique, témoigne-t-il. Mohamed Sanous Nientao en appelle donc aux autorités de transition. Nous avons ce problème d'accès à l'hydrocarbure. Ils ne peuvent pas régler le problème du jour au lendemain. On est courageux à Mopti, mais on leur demande de nous donner de l'électricité 1 heure par jour.
Le pays est attaqué par une force obscurantiste. Il faut faire bloc. Mais pour pouvoir faire bloc, il faut au moins savoir de quoi manger, de quoi nourrir la famille. Nous sommes aujourd'hui dans une situation à commander 1 heure d'électricité par jour. En début de semaine, le général Assimi Goïta a assuré que les autorités travaillaient à trouver des solutions. Certaines réponses doivent aussi venir des familles, a également déclaré le président de la transition, appelant les Maliens à réduire leurs déplacements et à rester unis et à ne pas céder à la panique. Depuis lundi 3 novembre, la Tanzanie est sortie de son blackout digital imposé après des heurts mortels. Durant les élections mercredi 29 octobre, des centaines de vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent la brutalité des forces de l'ordre contre les manifestants réclamant le départ de la présidente Samia Suluhu Hassan, désormais réélu à 77,66% des voix. Doucement, les témoignages apparaissent et laissent penser que le bilan humain est colossal. La Tanzanie est encore traumatisée par les événements de ces derniers jours. Selon des sources fiables à Dar el Salam, le bilan est de plus de 1000 morts, certains évoquant une fourchette à plusieurs milliers, même si jusqu'ici aucun chiffre officiel n'a été donné. Il faut comprendre qu'à Dar el Salam, quasiment tout le monde a vu ou entendu des tirs de gaz lacrymogène et de coups de feu, et nombreux sont ceux qui racontent à l'abri des regards avoir vu des corps sans vie devant chez eux. Les Tanzaniens ont vu de leurs propres yeux et vécu cette répression qui ne s'est en rien faite de façon cachée. Aujourd'hui, l'objectif pour la société civile est de recenser le nombre de victimes. Le parti d'opposition Chadema a mis à disposition des citoyens un numéro de téléphone pour commencer à compter morts et blessés. Boniface Mwabouguzi, le président de l'association de défense des droits de l'homme Tanganyika Law Society, parle du massacre des civils innocents et demande une enquête pour crime contre l'humanité. C'est le plus gros investisseur mondial en actions cotées, le fonds souverain norvégien. Il est alimenté par les revenus de l'or noir à hauteur de près de 2100 milliards de dollars. Mais aujourd'hui, ce fonds souverain renonce à ses règles bien connues d'investissement éthique. C'est un vrai revirement pour ce fonds. Mardi 4 novembre, le gouvernement norvégien de centre-gauche a suspendu en urgence les travaux du Conseil d'éthique dont les recommandations sont utilisées pour l'allocation des fonds. Sa position n'a été adoptée au Parlement qu'avec les voix de 2 groupes d'opposition du centre-droit. Les élus de gauche, notamment les Verts, ont vivement critiqué cette initiative. Créé en 1990, le Fonds souverain norvégien a pour but de transformer la manne pétrolière et gazière de la Norvège en richesse durable pour les générations futures. C'est la Banque centrale de Norvège qui fait des arbitrages pour les investissements et elle suit d'habitude l'avis d'un organisme indépendant. 2 caractéristiques ont fait de ce fonds un modèle de gestion. Il n'est pas question d'investir dans les entreprises liées aux armes nucléaires, au tabac, aux violations des droits humains ou à la destruction de l'environnement. Deuxième particularité, la liste des participants boursières et publique est connue de tous. C'est pour rester vertueux qu'en août dernier, le fonds s'est séparé de 11 entreprises israéliennes dont les activités soutiennent la guerre à Gaza. C'est aussi la raison pour laquelle le fonds s'est retiré du géant américain Caterpillar, fabricant de bulldozers utilisés par Israël dans les territoires palestiniens. Par ailleurs, le gouvernement voudrait investir prochainement dans nos défenses. Nous sommes confrontés à des sérieux dilemmes. Le moment est venu de revoir ces principes éthiques, a déclaré Jens Stoltenberg, le ministre norvégien des Finances. À Pokrovsk, cela fait près d'une semaine que les forces spéciales ukrainiennes ont été envoyées en renfort des troupes de Kiev qui sont en infériorité dans un rapport de 8 à 9 contre 1 face à l'agresseur russe dans le secteur. Selon Kiev, ces mesures portent leurs fruits. La ville, un centre logistique clé de la région de Donetsk, est toujours le théâtre d'intenses combats, mais elle n'est pas tombée aux mains des Russes. Pokrov est toujours libre et ukrainienne. Cette ville du Donbass, peuplée il y a encore un an d'environ 60 000 habitants, dont il ne reste qu'un millier, continue à résister face à l'agression russe. Selon l'un des groupes des forces spéciales ukrainiennes, engagés dans une contre-offensive commencée la semaine dernière, la position tactique des Ukrainiens dans plusieurs quartiers de la ville aurait été stabilisée.
Des vidéos partagées par l'armée ukrainienne montrent des combats urbains intenses afin de déloger ces Russes qui se sont infiltrés en ville. Ces opérations dans et autour de Pokrov ont pour but d'éviter un encerclement complet de la ville et surtout de laisser ouvertes les lignes d'approvisionnement de l'armée ukrainienne menacée par la présence des drones russes au-dessus des routes du secteur. Accompagné par son commandant en chef des armées, Oleksandr Syrsky, selon des images de la présidence, le président Volodymyr Zelensky s'est rendu dans ce même secteur de Pokrov pour rencontrer les différentes brigades qui participent à sa défense. J'ai rencontré nos soldats au poste de commandement du 1er corps de la garde nationale ukrainienne à Rov, qui mène la défense dans la zone de Dobropilia, près de Pokrov, a indiqué mardi 4 novembre Zelensky sur les réseaux sociaux. Le président ukrainien y a notamment rencontré le commandant du corps Azov, Denis Prokopenko, figure emblématique en Ukraine selon les images publiées par la présidence. Le colonel Prokopenko avait été l'un des commandants de la défense de l'Azieri, Avostal, symbole de la résistance ukrainienne dans la ville assiégée de Mariupol en 2022, rappelle l'agence France Presse. Il a souligné leurs besoins en drones et la nécessité d'augmenter leur production en Ukraine. C'est avec ces informations en Ukraine que nous mettons fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de ce programme sur Tchad Info.